il a consacré de nombreux travaux aux littératures populaires et médiatiques, aux logiques sérielles, aux questions des supports et au genre fictionnel. Je souligne aussi son plus récent ouvrage, Fiction à la chaîne, littérature sérielle et culture médiatique, qui est donc un incontournable pour les spécialistes de sérialité. Merci. Alors, j'ai décidé de parler très très vite, parce que je dispose de 20 minutes. À partir de la situation des collections populaires qui naissent en France au début du XXe siècle, je voudrais réfléchir à l'articulation qui existe entre l'intervalle comme caractéristique temporelle et spatiale des marchandises sérialisées, quelles qu'elles soient, pas seulement des marchandises narratives ou textuelles, et à sa formulation médiatique dans les collections populaires, qui seront ce qui m'intéresse, à travers la question de la périodicité et de l'offre d'une collection sur un présentoir, dans un espace commercial. Enfin, à un certain nombre de phénomènes thématiques, narratifs et diégétiques qui ne peuvent se comprendre que dans ce cadre plus large des sérialités médiatiques et marchandes qui les fondent et dont ils sont la reformulation poétique et esthétique. Je ne parlerai donc pas principalement d'intervalles diégétisés, mais d'intervalles d'autres natures aussi. Je partirai d'un constat. L'histoire de la culture sérielle se confond avec celle des productions marchandes. Nées avec ces premières marchandises produites en grande quantité que sont les journaux, mais on vient de voir que ce n'est pas du tout exact, elle répond aux contraintes liées à leur circulation dans des espaces relativement larges. Or, pour justifier l'abonnement des lecteurs, le renouvellement du texte chaque jour devait être compensé par la garantie d'une unité d'ensemble, la ligne éditoriale comme architexte unifiant la diversité promise des textes. Et là, on retrouve des choses que vous avez dit tous les deux ce matin. C'est parce que, contrairement aux marchandises classiques, comme le savon ou le chocolat, les marchandises médiatiques doivent sans cesse se renouveler dans un cadre stabilisé afin de fidéliser les consommateurs. C'est pour cela qu'elles engagent nécessairement un double mouvement de standardisation et de renouvellement. Or, c'est dans cette dynamique contradictoire que réside la question spécifique de l'intervalle. Et ça, c'est vraiment ce que vous avez dit ce matin. C'est ce renouvellement encadré qui donne un caractère spécifique donc à la question de l'intervalle, je viens de le dire, puisqu'à travers lui se joue la variété des textes liés entre eux par un architecte commun. Toute l'histoire de la sérialité est liée à cette dynamique de standardisation et de renouvellement, au croisement d'une logique industrielle et médiatique. Ainsi, derrière l'intervalle se pose toujours la question de la marchandise médiatique. La question de l'intervalle se pose ainsi en amont de la poétique et de l'esthétique des productions sérielles, au niveau du renouvellement des produits ou de leur organisation en système des objets dans le rayonnage du magasin. Je voudrais le montrer à partir d'un exemple, celui des collections populaires qui se développent en France au début du XXe siècle. Pourquoi cet exemple? Parce que l'avènement des collections populaires semble accompagner celui de nouvelles pratiques industrielles et marchandes, le développement d'une production en série pour un marché beaucoup plus étendu qu'auparavant, la standardisation des produits qui s'ensuit, l'apparition de nouvelles logiques de marque, la recherche de méthodes scientifiques, et plus tard, dans la suite, parce que je vais parcourir un temps relativement long, le taylorisme et le fordisme. Tous ces événements doivent éclairer notre façon d'appréhender la relation à ces collections. Rappelons en deux mots cette mutation qui se produit dans l'édition populaire au début du XXe siècle et qui correspond à un véritable changement de série médiatique de la culture populaire. Et ici, je reprends un concept qui a déjà été développé ce matin. En 1906, l'éditeur Artem Fayard lance le livre populaire à 65 centimes. Je vais aller vite, c'est très connu. Il est immédiatement suivi par les autres éditeurs populaires de l'époque, Talandier, Ferenczi, etc. Et de manière quasi synchronique, l'éditeur allemand Alvin Eichler passe en 1904 un contrat avec l'éditeur américain Street & Smith qui lui donne l'exclusivité européenne de diffusion des dime novels qu'il va proposer dans toute l'Europe, y compris en France, 1907 pour la France. Ces deux événements correspondent à une série de changements majeurs dans les pratiques des éditeurs populaires. Le premier changement tient bien sûr à l'autonomisation de la fiction par rapport à l'actualité. La fiction n'est plus un article parmi d'autres du journal, que l'on lit sur un support qu'on achète avant tout pour d'autres attraits, mais un produit que l'on achète en lui-même sur un support qui lui est dévolu, le volume de la collection. Ce mouvement d'autonomisation des fictions populaires avait été initié dans les années 1850 avec les journaux romans et les livraisons, mais désormais, il me semble, accompli. Deuxième changement essentiel. Produite par des éditeurs de presse, la collection populaire en conserve le principe du pacte de lecture éditorial. Elle offre une présentation standardisée qui définit un pacte littéraire qui est aussi un pacte commercial.
Le lecteur sait qu'on lui garantit une certaine qualité, ce que l'éditeur ne manque pas de souligner dans le paratexte et les publicités. Cette pratique s'est développée dès la fin des années 30, on le sait, par exemple avec la bibliothèque Charpentier, mais elle prend ici une toute autre ampleur, puisqu'elle se traduit, fait nouveau, par un très fort déplacement du pacte de lecture de l'auteur vers l'éditeur, au point qu'on peut parler d'octorialité éditoriale. On achète un volume du petit livre ou du livre national, bien plus qu'un livre de tel ou tel auteur. Une telle mutation est un épiphénomène dans l'édition d'un mouvement culturel beaucoup plus profond qui affecte l'ensemble de l'espace des marchandises à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Ce mouvement, c'est celui d'une transformation de la figure du producteur d'objets, de l'artisan, il est celui qui fabrique l'objet, à l'industriel, il est celui qui le conçoit, avec le développement de produits vendus en grande quantité sur tout le territoire. Cela se traduit en particulier par le développement de la marque comme signature industrielle, et on rappellera que la forme moderne du dépôt de marque ne remonte qu'à 1857 et que la marque signature ne s'impose dans la population qu'avec le développement des grands magasins, des affiches et des formes nouvelles de publicité. Ce poids des marques qui se développe dans l'espace public commence à changer la nature de la relation à la marchandise à la fin du XIXe siècle, puisqu'on ne raisonne plus en termes de classe d'objets, mais en termes de marques. Un tel glissement favorise la montée en puissance de l'éditeur comme figure d'octorialité architectuelle au détriment de l'auteur. Contrairement à ce qui se produit généralement pour les collections du XIXe siècle, c'est désormais autour des noms de l'éditeur et de la collection, et non plus, alors il y a des exceptions mais sur lesquelles je ne reviens pas, et non plus de ceux des auteurs que se détermine la valeur des œuvres. La marque éditoriale devient un trait essentiel parce que l'industrie bascule plus largement dans des processus de fabrication articulant production industrielle et marque. Le déplacement de la production du côté de l'éditeur passe également par un effacement matériel des auteurs-scripteurs dans les publications. Chez Street & Smith, à la fin du XIXe siècle, et donc chez Eichler, au début du XXe siècle, leur nom disparaît littéralement. Chez Ferrangzi, Rouff et Talandier, dans les années 1920, il apparaît en petites lettres comme pour prendre acte de l'indifférence du lecteur par rapport au nom d'auteur. Or, une telle situation est très différente de celle qui prévalait pour les auteurs de feuilletons, beaucoup plus marqués par une culture de la célébrité. Au début du XXe siècle, et a fortiori à partir des années 1920, l'écrivain devient une sorte d'exécutant pour l'éditeur, lequel est le véritable interlocuteur du lecteur. Dans l'édition populaire, derrière ce changement de régime communicationnel, c'est bien une autre logique de production des marchandises qui doit se lire, celle qui accompagne le développement de processus de production et de distribution rationalisés et standardisés des biens de consommation, et qui préoccupe, on le sait, toute la culture, tous les discours politiques, tous les discours des entrepreneurs et des économistes aussi. Si les auteurs sont traités ainsi, c'est parce que dans la communication architectuelle qui s'impose avec les collections, les œuvres et les auteurs singuliers sont appréhendés comme des composants liés à la logique globale de production et surtout au rythme qu'elle impose, puisque les œuvres sont liées à intervalles réguliers dans ces collections. Le rythme de publication témoigne que ces collections populaires appartiennent encore à l'univers des publications périodiques, et qu'en cela, elles s'inscrivent dans la droite ligne de la presse populaire, dont elles partagent d'ailleurs les éditeurs et les réseaux de distribution. Les éditeurs ne manquent d'ailleurs jamais de souligner cette périodicité. Alors, je vous montre, c'est vendu d'ailleurs dans les kiosques. Les éditeurs ne manquent, vous voyez là, on a... les éditeurs ne manquent d'ailleurs jamais de souligner cette périodicité dans leur publicité, preuve du caractère central de ces rythmes. On voit alors comment s'articulent les logiques industrielles et les poétiques des textes. Les rythmes de production et les logiques périodiques imposent des contenus standardisés. Les intervalles de production, ce sont les cadences qu'auront à subir les auteurs s'ils veulent survivre, 2 à 3 romans par mois pour un très grand nombre d'auteurs à écrire. Donc les intervalles de production, comme les intervalles des rythmes de distribution liés à la logique périodique des collections, appellent une lecture en série, un intervalle rapide qui saisit les œuvres dans leur lien architectuel. De fait, si la logique périodique reste capitale pour les éditeurs, c'est bien que celle-ci a une incidence sur les modes de lecture. Dès lors que l'œuvre est appréhendée à travers la médiation de la série architectuelle qu'il apporte, alors elle n'est jamais que relativement autonome par rapport aux autres productions partageant la même série, celle du genre ou de la collection. Elle est saisie dans l'intervalle périodique et spatial, périodique, celui de la périodicité spatiale, celui du présentoir, qui la sépare des autres œuvres. La question de la discontinuité joue un rôle clé dans l'appréhension de l'œuvre. Ainsi, le lecteur des collections populaires lit d'une manière différente de celle qui prévalait au XIXe siècle. Parce qu'il lit en série et qu'il saisit toujours l'œuvre dans sa relation à celle qui la précède ou l'encadre, il n'est plus dans la même relation.
Une des conséquences en est le bouleversement que subit l'usage des genres fictionnels par rapport au XIXe siècle. Au XIXe siècle, les genres ont une valeur descriptive qui vise à insister sur la variété thématique de l'œuvre afin d'en mettre en avant les attraits diversifiés. Le genre n'a donc pas une fonction de standardisation, mais sert au contraire à mettre en valeur la richesse et la variété de l'œuvre. Au XXe siècle, les éditeurs se mettent à proposer des collections spécialisées dans un genre, amour, policier, aventure, visant à travers le genre un type de public particulier, respectivement femmes, hommes, enfants. Ils limitent donc au contraire par avance les caractéristiques associées aux œuvres. Or, ce changement s'explique par la volonté des éditeurs de thématiser dans le texte l'unité de la collection. Ils procèdent par segmentation et renforcent la séduction auprès d'un public défini. Cette pratique éditoriale a d'importantes conséquences sur le mode de lecture de l'œuvre. Tout comme la collection impose un déplacement du texte vers l'architecte éditorial, désormais le lecteur saisit le roman par la médiation du genre. En termes commerciaux, il raisonne par gamme de produits, par architectes commerciaux, au sein desquels il opère sa sélection. C'est encore cette logique de discontinuité et de continuité. En termes littéraires, sa lecture est orientée par avance par le genre qui détermine des attentes, un mode de déchiffrement du texte, une efficacité toute particulière du réseau de stéréotypes et un fort codage de la tension narrative. Dans ces nouvelles pratiques littéraires, la question de l'intervalle est réintroduite comme mécanisme clé de l'appréhension des œuvres. Si l'unité architectuelle domine, alors l'œuvre est saisie dans un système qui l'englobe et auquel elle est confrontée, celui des autres œuvres qui l'entourent et par rapport auxquelles elle est évaluée, pensée. Cette appréhension joue sur un double niveau diachronique et synchronique. Chaque nouvelle parution périodique vient renouveler la gamme et doit donc apporter une forme de nouveauté ou au moins de variété. Synchroniquement, cette variété, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais doit se lire dans la série des productions sur le présentoir. Ces dynamiques de lecture reformulent en termes littéraires celle de la consommation de masse qu'ont favorisé les logiques de production standardisée dont le Fordisme a été l'aboutissement. Déjà, dans les grands magasins et les magasins de nouveautés, le consommateur est invité à choisir parmi des produits semblables. Cette opération est relativement nouvelle puisque longtemps, c'était le règne du produit unique ou de la similitude des produits, sans marque, qui dominait. C'est en cela que cette nouvelle manière de lire, en plaçant en premier la relation aux architectes, genre et collection, peut être décrite comme une poétisation des logiques de consommation qui se développent. C'est bien la logique de la gamme de produits et des nouveautés, marchandises du moment destinées à attirer régulièrement les lecteurs dans la boutique, qui est exploitée dans les fictions. Cette unité s'explique par la dynamique esthétique qu'engage tout plaisir de consommation. Émile Zola a bien montré que ces pratiques de consommation mettaient en jeu de nouvelles formes de jouissance esthétique. Choisir, hésiter, anticiper sur des plaisirs futurs sont autant d'actions à caractère esthétique associées à l'érotique de la consommation, quelle qu'elle soit. Or, non seulement l'acheteur de romans sériels expérimente ce plaisir au moment de choisir l'ouvrage, mais il le revit dans son acte de lecture même, puisque l'œuvre sérialisée dialogue avec les autres ouvrages du même genre qu'il a déjà lus. Et cet effet de résonance est le moteur du plaisir sériel, et c'est pour cela que les livres peuvent être très brefs, souvent 64 pages, parfois même moins, dans ces petites collections. Le fait que les romans soient courts, qu'ils paraissent à intervalles réguliers et qu'ils soient bon marché, permet cette lecture rapide qui favorise la contamination sérielle. Lus en série, les textes s'informent les uns les autres, enrichissant par le réseau des stéréotypes leurs univers de fiction respectifs, la tension narrative et les émotions sérialisées, le suspense ou la surprise. Ici encore, la question des intervalles de parution joue un rôle essentiel de relance d'un volume bref à l'autre. Et le plaisir esthétique que procurent ces œuvres se joue à l'intersection de mécanismes commerciaux et littéraires. Il épouse l'érotique de la consommation qui, selon Colin Campbell, se trouve moins dans l'objet que dans l'anticipation de l'objet et dans la relance du désir. C'est ce qui est littérarisé dans ces petits livres de genre, livres brefs, mais portés par les autres livres dans une dynamique de désir et de plaisir qui repose autant sur les intrigues des fascicules que, dans leurs intervalles, sur le moment de la pulsion d'achat. D'où l'importance de la couverture en couleur, qui est l'élément qui montre que peut-être c'est ça qui produit l'intérêt de l'œuvre, autant et peut-être plus que la lecture du texte lui-même qui se fait extrêmement rapidement. Une telle dynamique se traduit par des conséquences sensibles dans les stratégies narratives elles-mêmes.
Plus courts que les feuilletons du XIXe siècle, destinés à être lus plus vite et en série, les récits sont aussi plus rapides dans leur narration, plus charpentés autour d'une intrigue centrale aux épisodes hiérarchisés que ne l'étaient les feuilletons. Ils délaissent la description, l'importance des dialogues dont se charge l'encyclopédie architectuelle et peuvent enchaîner très rapidement des péripéties. Cette nervosité narrative correspond à une narrativisation des modes de consommation marchande. Désormais, on consomme davantage et plus vite, et la compulsion de la lecture à intervalles rapides, reliée par des récits nerveux, esthétise le plaisir de la consommation. C'est aussi dans la perspective de ces dynamiques marchandes que l'on peut comprendre la nature des formes sérielles diégétisées qui vont progressivement s'imposer dans les collections populaires. Celle-ci correspond à ce qu'Anne Besson décrit à travers la notion de série sérielle. Ce n'est pas exactement le terme que tu prends, mais j'ai pris celui-là pour il m'a arrangé, moi. Mais c'est à elle que je le dois. Rendons à Anne Besson ce qui appartient à Anne Besson. Dans ce type de série transfictionnelle, si le monde et les personnages persistent d'un volume à l'autre, les événements qui se produisent dans un épisode n'ont pas d'incidence sur les autres épisodes. C'était déjà le cas des séries de Street and Smith importées par Eichler, et séries dont la poétique préfigurait décidément celle qui allait s'imposer quelques décennies plus tard. Cela sera ponctuellement le cas dans les années 1930, par exemple avec les séries des Maigret, la série des Maigret publiée mensuellement. Mais cela le deviendra surtout massivement quand, après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des éditeurs choisiront de donner une identité à leur collection en recourant à des séries à personnages récurrents jouant le rôle de tête de gondole. Catamount chez Talandier, Bob Moran chez Marabout, un roman par mois, OSS 117 et Copland au Fleuve Noir, etc. Dans cette pratique, les personnages sont conçus par les éditeurs comme un moyen de diégétiser l'unité architectuelle de la collection, dont ils épousent souvent les rythmes périodiques. Enfin, ils accentuent, en la diégétisant, la dynamique de thématisation des collections, introduite par les architectes génériques, puisque les personnages sont associés à un genre. Ce sont des personnages genres et des personnages collections. C'est donc l'ensemble des traits caractéristiques de ces collections qu'ils diégétisent, et il faut analyser leurs univers de fiction à partir de ces substrats sédimentés, industriels et commerciaux, médiatiques et génériques dont ils découlent. Or, dès lors qu'on les saisit dans cette perspective sédimentée, on comprend mieux l'attrait de telles séries à personnages récurrents pour les lecteurs. De fait, on a souvent souligné, à leur propos, le caractère répétitif de leurs intrigues en les opposant à des formes narratives plus sophistiquées qui tireraient parti de la tension entre discontinuité des volumes et continuité diégétique. C'est bien la question de l'intervalle qui est au cœur de ce colloque et qui va contre cette logique d'intervalle qui est a priori moins intéressante. Rien de tel, de fait, dans les volumes de Maigret, les aventures de Bob Moran ou celles d'OSS 117, qui n'exploitent pas en apparence les virtualités narratives de l'intervalle. Mais le succès durable de ces collections témoigne que ce que nous interprétons comme une forme de pauvreté était au contraire une manière de tirer parti des modes de consommation des œuvres. Simplement, ceux-ci reposaient sur un autre usage des intervalles, diégétisant la manière dont les collections les exploitaient. Ici, l'intervalle est ce qui matérialise, on l'a vu, la gamme de produits proposés, qui s'exposent dans les kiosques, et son renouvellement via la périodicité des parutions. Son intérêt pour le lecteur tient au fait qu'il peut choisir, dans un ensemble formant architecte, les traits distinctifs qui l'attireront davantage. Dans une collection d'aventures, ce sera une région du globe traversée, le type d'ennemi annoncé par le titre, l'intrigue que semble promettre la couverture, etc. Dans cette perspective, le retour récurrent du personnage dans de nouvelles aventures livres, dans de nouvelles aventures volumes, et la possibilité de choisir dans le rayon entre les dites aventures apparaît comme une nouvelle étape dans le processus de poétisation des mécanismes de production, de distribution et de consommation qui s'imposent. Au contraire, les principes de feuilletonisation d'un volume à l'autre, ce qu'on rencontre aujourd'hui dans les productions sérielles, les productions populaires sérielles, et qu'on tend à valoriser dans un colloque sur les intervalles, auraient contredit l'esthétique sérielle qu'engagent de telles publications, puisqu'aurait été perdu le principe de comparaison des titres, qui nourrit tout à la fois les dynamiques d'achat et de lecture, et donc le plaisir de cette esthétique de la consommation qui s'invente à l'époque. C'est pour cela que la continuité narrative entre les épisodes séduit assez peu les lecteurs populaires de l'entre-deux-guerres et continue de peu les séduire en France jusqu'aux années 1960. Il existe un plaisir de consommer en série qui se marie mal avec la continuité narrative. Ici encore se joue une relation au texte, à l'intersection, ça je l'ai déjà dit. Je voudrais pour preuve de ce mécanisme global
de la consommation à la diégétisation, les transformations thématiques qui affectent ces séries à personnages récurrents par rapport aux productions de l'entre-deux-guerres. De fait, ces séries enregistrent un mouvement plus large d'américanisation des imaginaires, après la Seconde Guerre mondiale. Pour un Maigret né avant-guerre, combien de héros à l'américaine? Catamount, le cow-boy, OSS 117, ou Sam et Sally sont tous américains. SAS travaille pour la CIA, et le nom de San Antonio, on le sait, a été trouvé dans un atlas des États-Unis. Quant à Robert Moran, eh bien, son prénom est naturellement américanisé en Bob. Autrement dit, l'avènement du héros récurrent dans les collections sérielles en France épouse celui de l'imaginaire américain. Mais on le sait, l'imaginaire américain des récits hard-boiled manifeste surtout une fascination plus large pour les nouvelles formes culturelles qu'impose le plan Marshall, celle de la culture de consommation et de l'American Way of Life. La plupart de ces personnages consomment à l'américaine. C'est le cas en particulier des héros de séries d'espionnage, OSS 117, Face d'Ange, Francis Copeland, Gowns, ces personnages que tout le monde a en mémoire, qui boivent du whisky, aiment les voitures puissantes, affectionnent les produits technologiques et les conquêtes féminines, de rien. Leur idéal de modernité, de rapidité et d'efficacité a souvent été décrit comme la reformulation enchantée des aspirations des classes moyennes, celles des ingénieurs et des nouveaux techniciens des 30 glorieuses. Or, cet effet d'écho, avec les nouvelles pratiques de consommation... Or, cet effet d'écho avec les nouvelles pratiques de la consommation est encore accru par la sérialisation de la lecture. Chaque nouvelle aventure est un moyen de varier la gamme des plaisirs et des produits technologiques mis en scène dans un univers diégétique bien plus marchandisé et consumériste que celui des romans d'aventure de l'entre-deux-guerres. Le lecteur retrouve dans les intrigues les mécanismes de consommation des collections mêmes dans lesquelles ces aventures sont publiées. Autrement dit, ce qui est diégétisé, c'est cet imaginaire de la consommation qui structure en profondeur les plaisirs de la lecture sérielle et qui concrétise culturellement dans la société des années 50 ce qui était en germe dans l'entre-deux-guerres. Le plaisir du choix, de la variation, la saisie de l'objet dans la gamme de produits, l'importance des nouveaux produits, la consommation rapide de biens jetables favorisent les plaisirs faibles, mais rapidement renouvelés au détriment des plaisirs durables. Tous ces traits déjà présents dans la consommation de collections populaires de l'entre-deux-guerres vont se généraliser durant les 30 Glorieuses comme idéal de la consommation à l'américaine, de ce qu'on appellera la société de consommation. Ce que j'ai voulu souligner ici, c'est la manière dont des phénomènes industriels, marchands, médiatiques, peuvent affecter la poétique et l'esthétique des œuvres. C'est d'autant plus, c'est-à-dire à la fois le mode de production et le mode de réception, d'appréhension de l'œuvre. C'est d'autant plus vrai dans le cas des productions sérielles que celles-ci se situent à l'intersection de questionnements industriels, médiatiques et artistiques. Ce lien est si profond qu'on peut affirmer que les pratiques sérielles poétisent et esthétiquent les phénomènes marchands et communicationnels qui leur servent de substrat. Dès lors, les mutations des pratiques marchandes affectent la nature des textes sériels et les relations esthétiques qu'ils induisent. C'est ce qui apparaît quand on étudie l'insistance des nouvelles dynamiques marchandes qui se développent entre la fin du XIXe siècle et le début des années 50. Ce sont d'abord celles des logiques de standard, bon, tout ça je l'ai déjà dit. Or, chacune de ces pratiques a affecté à la fois la façon de concevoir les textes, leur poétique, et la façon de les appréhender, leur esthétique. De fait, la manière de penser l'œuvre comme la partie d'une gamme de produits, d'envisager la variation des titres comme une poétisation de l'intervalle, de déplacer le pacte de lecture du texte vers l'architecte et de l'auteur-scripteur vers l'auteur-marque, sont autant de traits littéraires qu'on doit expliquer à partir des mutations intervenues dans les pratiques marchandes. En retour, ces traits ont une incidence sur la réception, en altérant la relation esthétique et la manière de juger les œuvres. L'invitation à se fier à la collection au détriment du nom d'auteur au début du XXe siècle, puis la reconfiguration à partir des années 1910-1920 de la fonction du genre dans la manière de lire les œuvres sont autant de moyens de thématiser les nouvelles logiques de consommation. La reconfiguration de l'usage des intervalles de publication périodique dans la perspective d'une gamme de produits associés à un genre standardisé favorisait la montée en puissance de formes de plaisir reposant sur les logiques de consommation en série, comparaison, anticipation, suspense, compulsion d'achat régulier, relance du désir, etc. Enfin, le succès, après la guerre de séries à personnages récurrents, qui donc inscrivait dans la diégèse le plaisir de la consommation sérielle, consacrait la nouvelle culture de consommation, induite par les mutations de la culture marchande dans l'entre-deux-guerres et facilitée par la déferlante américaine imposée par le plan Marshall.
Dans tous les cas, ce qui nous apparaît, c'est sur ça que je voudrais m'arrêter, c'est combien le discours sur la poétique des textes et la relation esthétique qu'elle induit, ce type de discours gagne à être ressaisi à travers les transformations des pratiques marchandes et médiatiques. Puisque, après tout, le cœur de notre culture, c'est d'être une culture marchande, une culture de consommation et une culture médiatique. Ici, il s'agit de la montée en puissance d'une culture fordiste. Ailleurs et plus tard, renouvelant complètement ce que je viens d'aborder, ce sera, par exemple, la consommation post-fordiste ou la virtualisation de la consommation aujourd'hui. Je vous remercie. Des questions? Oui. Guillaume, oui. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas arrêté de penser, évidemment, au fameux texte d'Adorno et Horkheimer sur le culturel. Tu es complètement dans cette, c'est paradoxal, dans cette question de la poétisation, l'esthétisation de contraintes ou d'environnement marchand. Mais tu le fais de façon extrêmement précise, beaucoup plus... voilà, c'est Adorno passé par Khalifa. Enfin bon, il y a quelque chose qui est très, très précis, très juste. Cela dit, évidemment, tu as un peu forcé le trait de ce côté-là. Et à mon avis, il y a plusieurs endroits où les choses sont plus compliquées, qu'elles sont paradoxales, et que finalement, le projet du colloque, c'est aussi de voir cette face cachée du processus que tu décris bien. Tu décris, on va dire, la dominance. Mais il y a, à mon avis, des espaces, justement, un peu de résistance. Alors, prenons par exemple le cas de la collection. Tu dis que la collection, c'est la consommation brève, le plaisir immédiat, etc. Or, tu as des collectionneurs qui ne sont pas dans cette logique-là, qui sont dans une temporalité, une accumulation, une sédimentation, le processus mémoriel. Alors, le héros récurrent, par exemple. Bien sûr, ça peut tout à fait s'expliquer comme tu le dis, mais ça peut aussi s'inscrire dans une culture longue qui va un peu à rebours de ce que tu décris. Donc voilà, je voulais savoir un peu quelle place tu donnais au phénomène, à la dialectique, on va dire, de la dominante et des formes d'appropriation, voilà. Alors pour Adorno et Horkheimer, oui, je trouve qu'il est temps aussi de faire retour sur certaines des analyses d'Adorno et Horkheimer en acceptant en quelque sorte simplement, peut-être davantage, le fait que c'est bien la culture de consommation est bien la dominante de la culture, et donc il faut en faire un élément central de certaines pratiques esthétiques et poétiques. Et je pense que, paradoxalement, ce qu'on dit de très fort à Adorno et Horkheimer a contribué à interdire, en un sens, parce que, en fait, dans l'opposition, tout en mettant en évidence ça, ils ont contribué dans la doxa à faire de ces pratiques culturelles l'autre d'une culture légitime, de la haute culture moderniste. Et donc, c'est un paradoxe, c'est pour ça que je dis paradoxalement au sens du terme. Donc oui, je pense qu'il est temps de réinvestir le mécanisme analytique de matérialisme, disons, matérialisme historique dans l'étude des poétiques et des esthétiques. Voilà. Alors pour le deuxième point, pour la collection, oui, je suis passé très vite parce que j'ai mis l'accent sur le marchand, mais la question du présentoir, la question de la comparaison, ça engage aussi la question de la collection. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas développé ça? Parce qu'en fait, je n'ai jamais, dans toutes mes recherches, trouvé d'exemples donnés de gens, enfin de textes manifestant la collection, des gens qui collectionnaient ces petits livres, qui ont gardé des collections. Au XIXe siècle, on a des exemples de gens qui cousent, etc. Mais il en existait certainement. Mais je ne voulais pas en parler parce que je n'ai jamais trouvé de texte. On a des textes d'enfants qui cachent quelques livres dans leur pupitre, etc., qui dissimulent. On a toute une série d'exemples de pratiques de ces textes. Mais la collection, je ne l'ai jamais rencontrée. Donc, j'en parle pas pour ça, mais je la suppose dans l'idée que les gens comparent et qu'ils saisissent toujours le texte unique dans la série. Je pense qu'elle se joue temporellement, mais elle se joue aussi dans une comparaison. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et alors la troisième, sur le personnage dont je parle, c'est pas n'importe quel personnage. C'est le personnage collection et le personnage vraiment sérialisé, épousant la collection et le genre, qui apparaît au XIXe siècle chez Street and Smith de façon, vraiment on peut le dater. Donc aux États-Unis à partir
de 1880 et de façon vraiment formalisée la fin des années 90, vraiment dans la façon formalisée, et qui en France prend une forme très compliquée avant la Première Guerre mondiale, parce qu'en fait ça tente de combiner la logique de la collection et la logique du feuilleton, c'est Fantomas, c'est Nas en l'air, etc. Et puis après il y a un effet d'occultation et ça revient puissamment juste avant l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pas le personnage récurrent qui existe par ailleurs, les effets de cycle, et c'est pas non plus la situation américaine où il y en a énormément. Mais en même temps, la société de consommation américaine, elle commence plus tôt, donc on pourrait supposer que c'est un décalage chronologique qui illustre ça. Donc, évidemment, ça demande à être creusé. Hein. C'était pour cette intervention. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de commencer à questionner justement les mécanismes. Donc, c'est des pistes. Mais quand même, je trouve que globalement, ça dit les choses. Oui, Philippe. Merci Mathieu. Juste à propos d'Adorno, il me semble que ce que tu apportes en plus, et que je trouve très intéressant, c'est l'idée de narrativisation et de diégétisation des pratiques marchandes et des modes de consommation. Ça me semble un élément original et intéressant. La question que je me posais par rapport à ton approche, quand tu parles de Fordisme, de Taylorisme, etc., est-ce que tu vas dans tes analyses jusqu'à poser la question éthique ou idéologique? Parce que il me semble que tu es juste à la limite de l'interrogation idéologique, voire éthique. Comment tu te situes par rapport à ça? Écoute, c'est compliqué l'idéologie parce que, pour le coup, je trouve que quand on y regarde de près, le monologisme supposé par la théorie critique est beaucoup moins évident. Je pense par exemple aux petits romans sentimentaux qui me paraissent être probablement l'un des lieux, ceux-là, qui ne sont pas du tout ceux du roman sentimental qu'on évoque aujourd'hui. Ces petits romans sentimentaux qui sont en bas, qui sont une documentation incroyable des représentations collectives de la place de la femme dans la société, de ce que c'est que d'être une femme seule qui travaille et qui ne peut pas vivre de son travail, qui a un statut de mineur, etc. On ne rencontre pas ça ailleurs parce que, contrairement à ce qu'on dit, les auteurs sont extrêmement prolétarisés à cette époque et donc ils partagent quand même cette vision des choses. Et donc, ce qu'on dit aujourd'hui plutôt d'un dialogisme de ces productions me paraît beaucoup plus juste que le monologisme de la vieille théorie critique. Oui, c'est-à-dire le fait que c'est des formes collectives qui circulent d'une littérature semi-légitimée. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est la circulation entre les littératures très populaires, ce qu'on appelle généralement la littérature populaire qui l'est moins, le roux, le blanc, etc. Et puis la culture middlebrow, qui est complètement occultée de l'analyse et qui permet une circulation des imaginaires et un dialogue entre des valeurs différentes dans la société. Et je pense qu'on a intérêt quand même à introduire la question du dialogisme un peu plus fort. Merci beaucoup. Oui, dernière question, Simon. Oui. En tant que mauvais nord-américain, je ne pouvais pas m'empêcher de faire des parallèles avec ce qui serait peut-être l'équivalent du roman d'aventure, à savoir le comics des premiers temps. Comme disons, si on prend l'exemple de Bob Moran, si on regarde les premiers Superman, les premiers Batman, on remarque que les récits sont autonomes. Ils font partie un peu de la même logique marchande que vous dites, qui crée un attrait de la collection peut-être plus fort pour le marché américain. On veut posséder tous les Batman, mais on peut aussi simplement s'inclure dans si on veut, la dynamique de la série et en lire 1 ou 3 mois sans manquer un morceau d'histoire. La question que je me pose, c'est selon vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que, contrairement à Bob Moran, éventuellement, les récits de ces personnages-là aux États-Unis s'en est venu à se développer au fil d'une continuité. Le récit se déploie maintenant sur plusieurs numéros, alors que même chez Maigret, par exemple, je pense pas qu'il y a aucun, pour en avoir lu plusieurs, je pense pas qu'il y a aucun Maigret qui est la suite d'un autre. Je suis même pas sûr que quand Maigret évoque ses anciennes enquêtes, c'est des références à des romans antérieurs. Alors je vais faire des hypothèses. D'abord, aux États-Unis, avant les comic books, il y avait les pulps, et dans les pulps, en fait, les pulps à personnages récurrents sont postérieurs aux pulps thématiques. Les pulps à personnages récurrents de type le Shadow, le Spider, etc. C'est les années 30 de mémoire. Et avant, en fait, il y a quand même des personnages récurrents dans les pulps, The Adventure, All Story, Argosy, dont Tarzan, dont Zorro,
Mais il n'y a pas justement cette rencontre entre la périodicité et la collection. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a aux États-Unis des logiques différentes, une chronologie différente du personnage qui fait que le personnage va être exploité autrement. Et puis le fait que ce soit le support périodique, véritablement périodique, qui l'emporte et qu'il soit totalement perçu comme périodique, alors que les personnages récurrents, quand ils apparaissent, quand ils se développent vraiment en France après la Seconde Guerre mondiale, c'est plus dans l'espace, enfin c'est plus exactement la même façon d'être dans l'espace du kiosque. Le fleuve noir, etc. C'est aussi, enfin c'est dans plein d'endroits, ils renouvellent complètement. Je ne veux pas trop développer, mais c'est pas tout à fait pareil. Il me semble que ça expliquerait les choses. Cela dit, il y a des effets de similitude très forts. Et puis dernier point pour les États-Unis qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que c'est transmédiatique. Dès les années 30, le Shadow, Tarzan, les dramatiques radiophoniques en particulier, les serials américains, etc., modifient considérablement la donne. Donc c'est pour ça que je me suis bien concentré sur la France. Mais en tout cas, dans la chronologie, en revanche, ce qui est frappant, c'est que le décalage chronologique correspond à des décalages aussi de pratiques de consommation. Sans trop plaquer, encore une fois. Merci.